Il y a des livres qu'on lit et il y a des livres qui nous lisent. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme qui a choisi de nous raconter l'amour autrement, pas comme dans les contes de fées, mais l'amour qui nous transforme. Crie pour ne pas crier. On aime quelqu'un qui regarde ailleurs. On apprend à se taire pour pas déranger son cœur. On excuse les silences, les réponses qui font mal. Bonjour Daisy. Alors comment tu vas Daisy? Je vais bien, Wow. je vais bien, en pleine forme, en pleine vacances à Saint-Émilion. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager ça aujourd'hui avec toi. Ben, c'est génial, je suis heureuse d'être là aussi. Ouais, de même. Tu sais, on va parler de ton livre, Tout à mais fait. derrière le livre, il y a une femme. Quand tu n'écris pas ou quand elle n'écrit pas, qui est Daisy? Et je suis maman avant tout de 3 enfants et je suis ingénieure en informatique. Et j'ai voulu écrire ce livre pour parler justement de l'amour, parce que je suis une amoureuse née. Amoureuse de qui, je sais pas, mais je suis une amoureuse et j'ai toujours écrit depuis l'école. En cours d'histoire géo, j'écrivais, je passais mon temps à écrire. Et aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, j'ai pu poser cette idée, ces histoires que j'avais dans la tête depuis longtemps, dans ce bouquin que je présente aujourd'hui et qui me représente parce que derrière toute cette histoire, on parle aussi de dépendance émotionnelle. Ah super. Dis-moi, à quel moment tu t'es dit que cette histoire, elle mérite, tu vois, d'être écrite, celle-là, d'être présentée aux autres, aux personnes, aux lecteurs? Ben, je pense qu'il y avait aussi un peu le syndrome de l'imposteur. On a l'idée d'écrire, mais on a l'impression que ce qu'on va écrire va pas forcément être apprécié ou va pas être forcément lu. Donc, quand j'ai commencé à écrire et que j'ai fait lire 1 ou 2 fois déjà les brouillons et que j'ai eu des retours positifs, je me suis dit oui, je peux écrire, je peux publier, je peux le présenter. Voilà, c'est à ce moment-là où je me suis dit oui, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas de présenter justement voilà, cette histoire. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que toi, tu souffrais? Alors, je pense depuis toujours. Bon, au début, je voulais écrire sur ma vie, sur ce que je vivais avec ces différents hommes que j'ai aimés. Et je me suis rendu compte que le dénominateur commun de tous ces gens, c'était moi. Donc, j'ai toujours aimé. J'ai aimé à la déraison. J'ai aimé pendant 15 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais j'ai jamais été choisie. Et pourtant, je donne. Pourtant, je me trouve charmante. Donc, c'est pas une question. Je me trouve intelligente. Et j'ai pas le retour. Donc, voilà. J'ai voulu écrire justement l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas ce retour-là et pourtant qui donne, qui fait vraiment des efforts énormes pour rien. Justement, j'allais te demander pourquoi tu n'as pas fait un récit autobiographique ou un livre de développement personnel, vu que tu parles tu as parlé de dépendance émotionnelle. Pourquoi tu as choisi la forme du roman? Alors, parce que ma précédente relation sur laquelle je voulais écrire, qui a duré 15 ans, avec des relations extra-conjugales, des enfants hors mariage, vraiment une souffrance extrême. Mais je me suis rendu compte que je passais mon temps à crier l'autre, à insulter l'autre, à montrer les défauts de l'autre. Et bon, même si je le fais, aujourd'hui j'ai des enfants avec cette personne, je veux dire, les enfants vont le lire et il n'y a pas forcément une trace intéressante. Je pense que ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, c'est montrer qu'on peut souffrir, montrer qu'on peut tout donner et ne rien recevoir. Parce que parler proprement de ma vie, je ne suis pas la seule à avoir été trompée, à avoir été trahie, Voilà. Donc j'ai plutôt crié ma douleur dans un roman plutôt que dans une autobiographie. Pourquoi ce titre, Le cœur a ses saisons? Parce qu'on a plusieurs saisons dans nos vies. On a des saisons où on est dans l'amour fou, où tout se passe très bien. Et puis il y a des saisons aussi où on est amoureux mais on souffre. On a le goumin de chez nous. Voilà. Donc c'est différentes saisons en fait qui sont une réalité. Et c'est un peu ce que vit cette jeune fille, voilà, dans différentes étapes de sa vie. Donc d'où les saisons
et puis bon, évidemment le cœur. D'accord. Pose enfin les armes. Au fond, tu le sais, il ne changera pas. Tu mérites bien mieux, ne reste pas comme ça. Mon doux, je l'aime. Alors, d'où te vient ce nom, Daisy? Alors Daisy, c'est mon deuxième prénom, je m'appelle Cynthia Daisy. Et comme je disais tout à l'heure, j'étais une amoureuse née et j'étais amoureuse de mon prof d'anglais de la 6e à la terminale. C'est lui qui a inspiré ce livre? Et c'est lui, non pas tout à fait, c'est lui qui m'appelait Daisy, c'est la seule personne à m'appeler Daisy. Et comme je pense que l'origine de tout ça vient un peu de tes premières expériences, voilà, j'ai gardé ce prénom Daisy parce que ça m'a vraiment marqué. Quand on dit Daisy, je vois tout de suite mon histoire, je vois cet amour que j'ai pu lui donner, je vois un peu ce genre de choses en fait. Pourquoi tu as choisi de parler de la dépendance émotionnelle? C'est quoi en fait la dépendance émotionnelle, tu vois? Si quelqu'un nous écoute ou quelqu'un vit peut-être à la situation et qu'elle ne se reconnaît pas encore, c'est quoi la dépendance émotionnelle? Est-ce qu'il y a des signes? Tu vois, j'ai posé plusieurs questions en même temps, ça te laisse le temps de faire le tour. Alors pour moi en fait, déjà la dépendance émotionnelle, c'est quand tu donnes sans réfléchir pour quelqu'un, tu donnes, tu n'as pas le retour. Et c'est même pas une question d'intelligence parce que tout le monde autour peut te donner tous les conseils possibles inimaginables, mais tu es quand même dans cette émotion où tu attends quelque chose de l'autre, tu continues de donner de ta personne, de ton amour sans rien recevoir en retour. Et là, on parle de dépendance émotionnelle. Et en fait, dans mon cas, je me suis rendu compte que depuis que j'ai 12 ans, jusqu'aujourd'hui, 47 ans, je continue d'avoir des relations où c'est toujours moi qui quémande. Je quémande le temps, je quémande l'amour, je quémande. Donc, j'ai beau critiquer les personnes, mes partenaires, mais le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est moi. Et donc là, je me rends compte qu'il y a une dépendance, il y a un vrai problème qui vient de moi et qui vient pas forcément, chacun a cet art, hein, ils ont leurs défauts, ils ont leurs problèmes, etc. Mais en attendant, c'est moi qui les attire et c'est moi qui n'arrive pas à sortir de ce problème qui donne et qui n'arrive pas à recevoir en fait, qui ne reçoit pas. Qui ne reçoit pas. Ça m'amène à te poser une autre question, parce que tu as dit, tu n'arrives pas à sortir de ça. C'est quelque chose que tu vois que tu as répété. Et moi, je l'entends souvent aussi. Des personnes qui savent que la relation dans laquelle elles sont les fait souffrir. Mais elles disent, je souffre, mais j'arrive pas à partir. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on reste, en fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les femmes, si on parle des femmes, qu'est-ce qui empêche les femmes de partir de ces relations à dynamique toxique? Qu'est-ce qui les retient, là? Je vais être honnête avec toi, je sais pas. Je sais pas, parce que si je savais, je serais plus encore dans ce genre de situation. Je cherche, je réfléchis, je me pose justement les questions. Est-ce que c'est peut-être dans mon cas la gestion de la frustration, parce que je suis frustrée du fait que l'autre ne me dise non, donc je veux à tout prix continuer. Est-ce que c'est mon enfance? Est-ce que c'est le père que j'ai eu sans l'avoir eu? Est-ce que je sais pas. Je cherche encore, j'ai pas trouvé la solution, j'ai pas trouvé le questionnement. C'est pour ça que justement, je suis pas partie sur un roman qui parle de dépendance émotionnelle, parce que quand tu veux faire ce genre de roman, c'est qu'il y a une solution derrière. Donc, j'ai pas la solution. Aujourd'hui, j'ai le problème, j'en ai conscience, et j'aime en pleine conscience. C'est-à-dire que je sais que je souffre, je sais que je suis en dépendance émotionnelle, et je quémande. Je quémande de l'amour, je quémande du temps, je quémande voilà, l'essentiel en fait. D'accord. Donc ce que tu attends, c'est qu'on te ramène de l'amour. Oui, je veux de l'amour, je veux être aimée, je veux du temps, je veux même l'essentiel, je veux juste un coup de téléphone. Je suis au point de quémander un appel téléphonique. Et tu n'arrives pas à sortir de là. Non, c'est difficile. C'est beaucoup de souffrance. C'est pas une rupture. C'est beaucoup plus profond qu'une rupture. C'est vraiment un problème qui se répète, un problème qui est récurrent. Et voilà, c'est parce qu'il faut bien faire la différence entre mon amoureux m'a largué, je souffre. Ok, mais c'est un temps. Voilà, il y a un temps de deuil et puis après on passe à autre chose. On rencontre quelqu'un d'autre avec qui ça se passe bien, etc. Mais quand on est tout le temps dans la quête, tout le temps dans la demande, l'attente, etc. Quand ça se répète une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, on se dit, bah, il y a un problème. Et non, j'arrive pas encore à sortir. J'ai pas trouvé la solution.
Donc aujourd'hui, à ce jour, on ne peut pas parler de reconstruction encore. Non. Mais déjà, tu as une prise de conscience Exactement. des schémas dans lesquels tu es. Exactement. Je cherche. Tu cherches. Je cherche la solution. Je ne sais pas si la solution s'est passée par la thérapie, si la solution s'est passée par la PNL, je ne sais pas si la solution s'est passée... En tout cas, j'ai écrit ma douleur, je l'ai traduit en roman. Et puis, voilà, je pense que les choses vont se mettre en place. Je te l'espère. Est-ce que pour toi, finalement, ce qui fait le plus souffrir, c'est quitter une personne ou alors quitter l'espoir que cette personne change, tu vois? Oui, je pense que c'est les deux. C'est quitter la personne parce qu'on rêve, on s'imagine des moments qui n'ont même pas existé. Hein. Je l'imagine m'appeler, je l'imagine passer du temps avec lui, j'imagine partir en vacances, rien ne s'est fait. Et puis, évidemment, c'est aussi cet espoir, puisque je suis toujours dans l'espoir de il va me rappeler, il va m'appeler, et on va vivre ça, et on va vivre ceci, cela. Oui, c'est les deux, je pense. Justement, dans ton bouquin, il y a un passage qui m'a interpellée quand tu parles de « j'espère qu'il va m'appeler » et tout ça. Alors, c'est ici, à un moment tu dis, bon, je vais devoir parler en anglais, excusez un peu mon accent. Ok, we can be friends for 2 months, under one condition. Là, c'est Thomas, le personnage principal, hein, Oui. qui parle à Tessa. Et elle répond yes. Et lui dit, aucun contact physique, pas de main sur l'épaule, pas d'étreinte, pas de baiser volé, rien. Pas parce que je suis un saint, parce que je ne le suis pas. Parce que je me connais, je suis précisément le genre d'homme qui n'y résisterait pas. Donc, on n'y va pas? Oui. Et Tessa hocha la tête 3 fois. Qu'est-ce que tu as voulu traduire par là? Qu'est-ce que tu voulais faire ressentir au lecteur? Alors, ce que j'ai voulu faire ressentir, c'est vraiment basé sur mon expérience. C'est quelqu'un qui me pose des conditions, pas de téléphone, pas d'appel, pas de message, on se voit pas, on part pas en vacances ensemble. Et moi qui dis oui. Donc Tessa est amoureuse de ce garçon, elle s'est imaginé une vie avec lui, il lui met des conditions, il va être ami avec elle, il lui dit je suis pas insensible, donc quelque part il lui donne un petit espoir, parce que qu'est-ce qu'elle va se dire? Oh, c'est sûr que, ok, j'accepte ce qu'il me dit, mais il va changer, mais il va venir vers moi. Donc voilà, c'est un peu ça, j'accepte ses conditions et il viendra vers moi. Donc encore de l'espoir. L'espoir du changement. Tout à fait. L'espoir de ça. On n'est pas bien là. Ah, super. C'est pas le paradis ici. Super. Si. Il manquerait juste un homme. Justement, les hommes, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent, eux, en lisant ce livre? Je pense que ils ont un peu cette facilité-là de ce double jeu. Je te veux, mais je te veux pas. Et ils prennent un peu ce qui les arrange. Et c'est vrai que s'ils étaient clairs catégoriquement, peut-être que ça briserait cet espoir. Donc, peut-être à un moment donné, quand tu sais que tu ne veux pas, tu arrêtes. Qu'est-ce qui a changé pour toi après l'écriture de ce livre? Après l'écriture de ce livre, je me suis dit... Bon, déjà, ça m'a soulagée parce que je vivais justement une relation très difficile. Et ça m'a permis de cracher, on va dire, ma douleur. Donc, et d'apaiser aussi en même temps. C'est comme si j'avais dit ce que je devais ressentir. C'est comme si quelqu'un avait vu ma douleur. Ok. Et ça me permet peut-être de mettre fin à cette histoire. Mais c'est ne pas attirer une autre histoire demain. Voilà le problème en fait. D'accord. Donc en fait, écrire, ce que tu dirais, ça t'a permis quand même de créer un petit espace, c'est-à-dire de prendre un peu de recul. Tout à fait. Sur une histoire. Sur une histoire. Voilà. Sur une histoire. Sur une histoire. Et je me rends compte qu'à chaque histoire, j'ai envie d'écrire. Mais j'ai envie d'écrire pour critiquer le mec, pour critiquer l'autre qui ne m'aime pas. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est quelle solution je trouve pour aller mieux et ne plus répéter ce schéma, en fait. Voilà. Tu m'as dit aussi que tu t'étais servi de l'IA dans la rédaction de ton roman. Il y a certaines personnes qui disent que écrire avec l'IA, c'est dire finalement on n'a pas écrit soi-même. Tu vois,
Qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que l'IA t'a apporté? Qu'est-ce que tu penses en fait des personnes qui disent que finalement ça nous appartient plus si c'est l'IA qui a écrit? Bon, en fait, bon, c'est pas l'IA qui a eu l'idée déjà. L'idée, elle vient de moi. C'est une histoire que je raconte, donc qui vient de mon imagination. J'ai les compétences intellectuelles de pouvoir écrire un livre, mais je suis plus matheuse que littéraire. Donc du coup, je sais pas forcément romancer. J'ai des gros problèmes d'orthographe, donc du coup, l'IA permet de corriger les fautes. Et ce qui était intéressant d'écrire avec l'IA, c'est que il m'a aidé à améliorer mon style. Moi, j'écris beaucoup en poésie. Je vais écrire, je dis, mais je dis pas tout. Et voilà. Et on retrouve beaucoup ça dans le livre. Il y a beaucoup de passages comme ça qui me représentent vraiment. Pour les personnes qui me connaissent, elles vont tout de suite voir le style d'écriture. L'IA m'a permis justement de romancer, de parler du soleil, le soleil se couche, et puis à ce moment-là, voilà, ce genre de choses. Et ça, c'était intéressant parce que c'est pas des choses que je sais faire. Moi, je sais donner l'idée, je sais donner les grosses directions, on va dire. Et puis l'IA va permettre de romancer, va permettre de corriger les fautes, va permettre d'améliorer peut-être une formule en français que moi je vais dire avec mon expression, avec voilà, comme j'écris comme je parle. Donc l'IA m'a vraiment permis d'écrire ce roman. Et justement, il y a des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui n'ont pas forcément ce talent d'écrivain. Il y a des écrivains que je respecte, à 300%, qui n'ont vraiment pas besoin d'IA, qui vont peut-être avoir l'IA pour la relecture, etc., pour aller un peu plus vite. Mais il y a des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, et l'IA va leur permettre justement de poser sur le papier ce qu'ils ont envie de dire, en fait. Donc, vive l'IA. Exactement, pour moi. Pour mon expérience, vive l'IA. Voilà. Super. Mais tu ne me vois pas. Et dis ça, je t'aime. Mais tu ne me vois pas. Mon doux, je l'aime, il ne m'entend pas. Et dis ça, je t'aime. Hey Daisy, Hello. est-ce que tu es capable de courir Ah oui, à 100%. à 100%? Parti. On court vers où? Vers une belle histoire? Vers moi-même. Vers toi-même? Génial! Allez, on va se choisir! On aime quelqu'un, il regarde ailleurs. On apprend à se taire pour pas déranger son cœur. On excuse les silences, les réponses qui font mal. On se dit c'est pas grave, mais ça reste quelque part. On attend des rendez-vous qui n'arrivent jamais, des heures à espérer. On dit que chaque saison finit par passer, mais il y a des histoires qui continuent bien longtemps après qu'on les ait refermées. Je vous invite à découvrir le cœur à ces saisons et surtout de prendre bien soin de votre cœur, et cela, quelle que soit la saison. Alors j'ai écrit pour pas crier. J'ai posé sur le papier, grands pas aimés.